Entendre parler du changement climatique est une chose, prendre conscience de ses impacts sur son territoire en est une autre. C'est grâce à l'impulsion de 2 accompagnateurs en montagne, Alix et Loïc, que se sont déroulés en juin 2024 le premier week-end des rencontres au sommet, le Mercantour face au changement climatique. Une initiative originale qui permet à des participants venant de tout type d'horizon de prendre part à des randonnées où des scientifiques partagent leurs connaissances in situ sur l'évolution de nos climats. Nous le savons désormais, la montagne, réservoir de biodiversité, se réchauffe plus vite que le reste du territoire. Il est donc important de clarifier les enjeux spécifiques du changement climatique en cours pour ces espaces montagnards et leurs écosystèmes. Soutenu par l'université Nice-Côte d'Azur Académie 3 et le parc national du Mercantour, organisé par la section niçoise de la Fédération des clubs alpins de montagne, vous découvrirez dans cette série de 4 épisodes le cheminement et les échanges des différents protagonistes autour de ces thématiques. Bonne balade sur les sentiers du changement. Moi je m'appelle Barbara, ancienne parisienne. Je suis venue m'installer dans les Alpes-Maritimes parce que je suis une grande amoureuse de la montagne et de la mer. Et pour moi c'est une région qui est juste un trésor en fait. J'ai à cœur de pouvoir en prendre soin. Dans la vie justement, je veux être aussi actrice dans la préservation de l'environnement et je travaille dans une entreprise avec qui on est plutôt sur la transition bas carbone. Et puis j'aime aussi sensibiliser sur les enjeux climatiques avec la fresque du climat, la fresque de la mobilité ou bien l'économie circulaire. Essayer de toucher un peu tous les domaines pour prendre soin de notre planète. Et puis penser à nos enfants aussi quoi. Voilà, laisser quelque chose de vivable. On est dans le Haut-Var. Ouais, c'est ça. Et je vois plein de fleurs là qui poussent avec le printemps, c'est magnifique. J'essaye quand j'ai le temps de pouvoir m'arrêter et regarder un peu ce que c'est parce que je suis un petit peu néophyte dans le domaine. Ils apparaissent en tout premier après la fonte des neiges. Et là c'est vrai qu'on a eu d'importantes précipitations, notamment des précipitations neigeuses ici. On voit tout autour de nous et ça fait partie des premières petites fleurs, les soldanelles. On les voit souvent dès que ça commence un petit peu à dégeler. Soldanelles, voilà. C'est en ça que je dis que c'est un trésor de voir toute cette eau qui coule, voir les ruisseaux qui se constituent. On reprend sur nos interventions et notre thématique là. Et on va écouter religieusement Thierry Lebel. J'espère. Donc Thierry Lebel, je suis chercheur hydroclimatologue à l'université de Grenoble, à l'Institut des géosciences de l'environnement. Et je travaille donc sur les liens entre le cycle de l'eau et le changement climatique dans les zones tropicales et pas mal dans les régions de montagne aussi. Et pour moi, c'est mon objet de recherche. En même temps, quand tu mets Mercantour et changement climatique, derrière Mercantour, il y a le mot montagne, évidemment, et le fait qu'on sait que les montagnes vont être impactées de manière particulière, spécifique par le changement climatique. Alors on dit souvent de façon plus intense, c'est en partie vrai, mais surtout, je dirais, plus spécifique par rapport à ses activités économiques, ses paysages, etc. Mais il se trouve qu'il y a un accompagnateur de l'association Alpela, qui s'appelle Vincent Martin, et qui avait lancé le concept d'éco-traversée en 2017. Et je faisais partie de l'équipe de scientifiques qui accompagnait l'éco-traversée de Beldon, donc il y a un format un peu plus long, sur 5-6 jours. Et je pense, alors je ne sais pas trop si Alix avait repéré mon nom à travers ça ou pas. Et voilà, je crois que c'est plus ou moins à ce titre-là que j'ai été contacté. On voit que là déjà le cycle de l'eau, indépendamment de l'usage qu'on en fait, directeur de recherche émérite IRD, Institut des géosciences de l'environnement. Très important qui explique en grande partie la dynamique du climat. Il y a un deuxième aspect, ça a été mentionné hier, ça c'était Gaëtan qui disait ça, c'est qu'une atmosphère plus chaude et plus humide. Donc on en a parlé, elle est plus explosive et donc en gros on a une intensification hydroclimatique où globalement, un peu dans toutes les régions du monde, mais de façon différentielle, il y a des régions qui vont être plus sensibles qu'à d'autres, on va avoir une intensification qui va se traduire par des précipitations qui sont potentiellement plus intenses et des périodes sèches qui sont plus longues. Et là, il y a vraiment un endroit où on a observé ça l'an dernier et ça semble qu'on est en train de repartir exactement dans le même schéma cette année. C'est le nord de l'Inde et le Pakistan.
qui avait l'an dernier subi une sécheresse absolument dramatique et des températures extrêmement élevées. Là, donc, dans le nord de l'Inde aujourd'hui, on atteint les 49 degrés. Et une mousson derrière qui a été catastrophique avec des inondations de l'Indus dans le Pakistan qui ont été extrêmement importantes, désastreuses. Donc je ne sais pas si ce sera la même chose cette année, mais c'est typiquement l'expression, comme on dit toujours, on ne peut pas à partir d'un événement, d'une année particulière, dire que c'est que le changement climatique, mais la répétition de ces événements, de même que la répétition des canicules chez nous, par contre, ça, c'est assez clairement la marque du réchauffement climatique. C'est un cadre qui est très propice, en particulier parce que le fait, hier, on a fait une petite randonnée qui permettait à chacun de prendre ses marques, pas trop d'efforts physiques. Aujourd'hui, on était un peu plus dans le cœur de la montagne, donc ça s'y prête très bien. Et on sent quand même, bon, c'est des pratiquants du club alpin, alors, ils aiment aussi la montagne, manifestement. On sent qu'ils apprécient ça. Et cette capacité qu'on a à marier un peu les deux choses, ça fonctionne bien. Je fais pas mal d'interventions au grand public et c'est vrai qu'il y a un côté un peu scolaire, c'est dans des salles, ça peut être assez sympa, hein, c'est pas le sujet. Mais là, on a des échanges plus informels, plus fractionnés dans le temps. Les participants qui s'intéressent à un sujet particulier, ils peuvent venir te voir quand tu marches, on échange. Et ce côté un peu à la fois structuré mais un peu désorganisé aussi, enfin où on laisse les choses se mettre en place de manière naturelle. Je trouve ça assez précieux, je trouve que ça fonctionne assez bien. Il se trouve que moi je suis arrivé en plus la veille au soir, en fait je suis venu en train vélo et il y avait 4 participants qui étaient là. Et déjà à table on avait un peu discuté, tu vois, et je vois, c'est pour ça qu'il y a eu un échange tout à l'heure de savoir si ça se faisait sur 2 ou 3 jours. Et c'est vrai que 2 soirées, tu vois, peut-être pas forcément 3 jours, c'est vrai que les temps sont limités, mais je trouve que les gens commencent à se connaître et je pense que dans la 2e soirée, en tout cas au plan humain, des contacts humains, je pense que ça se valorise encore mieux. Un impact évident en termes d'eau, puisque l'eau c'est l'eau vapeur, l'eau liquide, l'eau solide évidemment, donc un impact évident du réchauffement, c'est qu'on a moins de neige en hiver en montagne. Donc ça commence à être un fait à peu près reconnu, qui fait à peu près l'unanimité, y compris chez Domaine Skiable de France, qui a longtemps était tout à fait rétif à ce discours, mais qui maintenant invite des climatologues à ses assemblées générales, bon bref, mais qui disent que c'est pas un problème parce que il n'y a qu'à faire de l'enneigement artificiel. Donc ça marche jusqu'à un certain point. Pour information, on considère qu'il y a 60% du domaine skiable français qui est enneigé artificiellement, contre 85% en Italie ou en Autriche. Et donc, Domaine Skiable de France, il dit mais c'est pas un problème. Déjà, passons à 85% et après on réfléchira s'il faut prendre des mesures différentes. Ça veut dire quand même que les projections nous amènent, si on est des trajectoires, on est entre 3 et 4 degrés aujourd'hui sur les trajectoires, ça veut dire quand même que sur les zones de montagne, sur les Alpes, la trajectoire c'est quasiment 6 degrés quoi, si on continue comme ça. Bon, on a plutôt tendance quand même la courbe a tendance un petit peu à s'infléchir, mais et donc les gradients de température altitudinal moyen, c'est 3 degrés, c'est 2 degrés par 300 mètres. Donc si vous prenez 6 degrés quasiment, c'est que vous faites remonter en moyenne la limite pluie neige de 900 mètres. Ça dit beaucoup sur la viabilité des stations d'altitude. L'émotion, c'est un peu la peur et la tristesse qui arrivent quand ces 2 termes qui sont l'un à côté de l'autre. Parce que je suis bien consciente que le changement climatique, on est dedans et qu'on ne peut pas faire marche arrière. Là, justement, ce trésor, il est menacé à cause de ça. Et c'est de me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter au mieux notre impact. Hop là. Et c'était l'objet de ma venue, c'est de savoir, d'en apprendre un peu plus sur vraiment l'enjeu, même si je me doute que la situation, elle n'est pas brillante. Et qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour limiter le plus possible cet impact et préserver ce parc qui est juste grandiose. L'impact sur l'hydrologie se traduit de plusieurs manières. Il y a la fonte des glaciers et un moindre stock neigeux qui fond plus tôt, donc ça se voit, les régimes de rivières de montagne sont assez différents des régimes hydrologiques des rivières de plaine, avec une pointe de crue qui, dans les petits bassins glaciaires, peut être en juillet. Et puis plus vous agrandissez le bassin et que vous devenez moins glaciaire et un peu plus ce qu'on appelle niveau glaciaire,
votre pointe de crue va se décaler vers le mois de juin, éventuellement vers le mois de mai. Et ce qu'on observe aujourd'hui, alors je ne connais pas, je n'ai pas du tout travaillé dans la région, donc je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais dans des bassins versants, dans les Bauges, dans les Alpes du Nord, en Beldon, on a regardé ça, et on voit clairement, c'est ce qu'on appelle l'hydrogramme annuel, hein, les écoulements moyens annuels, comme on a des courbes moyennes de température et de pluie, on a des courbes moyennes annuelles d'écoulement pour un bassin versant donné, et on voit cet hydrogramme qui se déplace de plus en plus tôt en saison, donc des endroits où la pointe de crue était en avril et où maintenant on est plutôt vers le 15 mars, c'est quasiment un mois. Et c'est une intégrale, quand on fait ces genres de moyennes, c'est ce que disait Gaëtan hier, en général on prend 30 ans de moyenne. Donc là, quand on fait 30 ans de moyenne, on est loin d'avoir, on récupère tout un tas d'années où le réchauffement n'était encore pas trop marqué. Donc c'est quand même un signal qui est très significatif, un décalage de 3 à 4 semaines comme ça sur des bassins versants qui font quelques dizaines de kilomètres carrés, voire une centaine de kilomètres carrés. Et ce qu'on observe aussi, c'est en fait qu'il y a moins d'écoulement. Il y a moins d'écoulement d'eau. Il faut bien se rappeler que le stock d'eau sur Terre, il est constant. Il est totalement constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite vers la stratosphère et il y a très peu d'apport d'eau depuis le sous-sol, c'est-à-dire que les volcans nous amènent un peu d'eau, mais enfin c'est totalement négligeable. Donc ce stock, il est absolument constant, le nombre de molécules, il est constant. Par contre, ces molécules, elles sont avant tout dans l'océan, 97%, et puis l'eau douce qui reste, il y en a beaucoup dans les glaciers, finalement l'eau douce qui est disponible pour nous, si vous prenez en termes de maths, c'est un tout petit point comparé au globe. D'une part, j'essaie de transmettre quand même quelques éléments de connaissance et je pense que les gens apprécient ça aussi. À côté de ça, ça met en mouvement énormément de choses. Nous, dans le monde académique, par exemple, c'est quelque chose que j'ai évoqué l'autre jour. Il y a une mise en mouvement, notamment les jeunes qui nous poussent très fort dans nos retranchements sur nos attitudes, nos comportements dans le monde de la recherche lui-même. Et il me semble que ça, on ne l'a pas pu du tout l'évoquer ici, mais je pense que c'est bien aussi parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les milieux, de tout type d'activités professionnelles et qui peuvent s'interroger comment ils sont percutés par le réchauffement climatique. Enfin, la question climatique en général et plus largement l'empreinte humaine sur l'environnement finalement. Et donc leur dire que nous aussi ça nous remue quelque part, ça nous remet en cause, c'est aussi un échange qu'on pourrait avoir. Donc dans les conversations que j'ai après de façon informelle, éventuellement si on me demande des précisions, je le fais volontiers, mais on élargit volontiers sur des sujets plus larges, dans lesquels je ne suis pas d'ailleurs forcément très compétent. Il y a aussi ça, il y a le moment où on sort de notre posture de scientifique et on redevient un citoyen un peu comme les autres et on échange en tant que tel. Il semblerait quand même que notamment sur la partie nord des Alpes, ça puisse être un peu plus humide, d'accord, avec un assèchement l'été. En moyenne sur l'année, c'est pas quelque chose de... Voilà, si vous prenez le pourtour méditerranéen, c'est un sujet complètement différent de celui qu'on a sur les Alpes. Et pourtant, on observe déjà aujourd'hui une baisse de l'écoulement moyen annuel sur ces bassins. Et ça nous permet de toucher du doigt comment le cycle de l'eau réagit au réchauffement climatique et comment il va aussi rétroagir avec le réchauffement climatique. Ce qui se passe, c'est que vous avez moins de neige l'hiver et cette neige disparaît beaucoup plus tôt. Donc elle va disparaître à un moment où finalement la végétation va commencer, comme il fait plus chaud et qu'en plus on a plus de carbone dans l'atmosphère, la végétation va démarrer beaucoup plus tôt. Donc il y a un besoin d'eau et donc cette eau va être utilisée tout de suite par la végétation qui se met à démarrer beaucoup plus tôt. Quand on va rentrer dans le printemps, la végétation elle a toujours besoin d'eau, mais l'eau qui était associée à la fonte de neige elle n'est plus disponible. Et donc à ce moment-là, on va avoir des phénomènes de besoin d'eau très importants. En tout cas, la végétation va pomper. Ce qui fait que même à pluie annuelle constante, le bilan d'eau, c'est quoi? C'est ce qui tombe, c'est ce qui coule à la surface du sol. Enfin, ce qui tombe, ça, vous allez le retrouver sous 3 formes. Ce qui coule à la surface du sol, ce qui va s'infiltrer en profondeur, et puis ce qui va être évaporé. Et typiquement, ce qui est évaporé dans les bilans d'eau à l'échelle mondiale, c'est 80-85% de l'eau, en fait, elle est évaporée. Il n'y en a que de 10, 15 à 20% selon les régions qui va couler. Et donc, si vous en évaporez plus, il y en a moins qui va couler. Et ça s'est vu très bien l'an dernier dans les torrents de montagne. Moi, je voyais dans les Alpes du Nord. Ça a été, il a fait chaud, mais ça n'a pas été, en termes de sécheresse, il pleuvait quand même de façon relativement raisonnable. Comme il pleut l'été, c'est des choses un peu convectives, mais il y a même eu des dépressions d'ailleurs qui sont passées. Et les torrents de montagne, ils restaient extrêmement secs. En fait, quand vous regardiez, quand vous demandiez aux paysans, etc., ils vous disaient, on manque d'eau, quoi. On manque d'eau, et c'était clairement la trace
de l'été d'avant et de tout ce qui n'avait pas été emmagasiné dans les nappes. Déjà, on est plongé dans le Mercantour. Donc on le découvre, on marche, on se balade. Il y a les échanges les uns avec les autres aussi. Ça c'est important d'échanger sur nos questionnements ou bien nos savoirs. Chacun les uns les autres de s'enrichir aussi. Et puis il y a des interventions de spécialistes comme ça de temps en temps au cours des balades. Par exemple, à un moment on s'est posé et puis on a eu une intervention sur une explication sur les glaciers. Comment était ce parc avant? Et ça c'est super parce qu'on voit l'évolution pour contrer un peu les discours qui nous disent oui mais 1 degré, 2 degrés de plus, qu'est-ce que c'est rien. Si, parce que c'est de voir comment c'était il y a des milliers d'années avec finalement une pas si grande différence de température que ça. Et donc de voir que 1 degré ou 2 degrés de plus, ça peut changer radicalement notre cadre. Bon, moi, il se trouve que je suis au conseil scientifique du parc du Vercors et j'avais essayé d'attirer leur attention en leur disant vous devriez en faire un espèce de crash test de cette année 2022. Parce qu'en fait, on n'avait jamais observé ça. En fait, il y a la conjonction des deux phénomènes. Et la réaction, en fait, beaucoup des élus, des gens du territoire, c'était de dire ouais, mais finalement, oui, bon, certes, on a eu des sources à sec, etc. Mais à l'automne, ça s'est remis à couler. Et puis les sources d'approvisionnement en eau, elles n'ont pas été tellement menacées. Donc ça prouve que ça passe, quoi. Et moi, je disais ouais, mais ça passe une fois. Mais si vous en faites 3 de suite, vous ne savez pas du tout. Et dans nos régions, alors notamment dans les régions calcaires, on est dans des milieux très karstiques. C'est pas du tout comme ici, où vous avez beaucoup d'eau qui sont stockées dans des formations où il y a de l'eau qui est dans les moraines notamment, etc. Dans le karst, l'eau, elle part. Et donc, quelque part, l'eau qu'on utilise, c'est des sources qu'on ne connaît pas, parce que vous ne la voyez pas, l'eau souterraine. Et généralement, ce n'est pas du tout instrumenté. Les communes ne savent pas. Elles savent que traditionnellement, telle et telle source n'ont jamais été assèches. Tout d'un coup, il y en a 1 ou 2 qui s'assèchent, mais on ne sait pas ce que ça veut dire pour les 8 autres. En fait, peut-être que les 8 autres, non, elles peuvent très bien passer le cadre des sécheresses, et on ne sait pas. Et donc, d'une manière générale, sur ces enjeux d'eau, si on revient maintenant qu'on descend les échelles depuis les grandes échelles de la circulation régionale dont je parlais au début, vers les échelles des territoires, il y a vraiment... alors, je pense que ça commence à changer, mais très souvent, les élus, ils n'ont pas conscience de la fragilité. Ils ont une sensibilité à la possibilité d'une rupture de la ressource en eau. Ça, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'ils sont très sensibles. Par contre, ils ont du mal à rentrer dans une démarche un peu d'observation, de leur dire allez-y, envoyez des spéléologues dans les réservoirs karstiques, regardez les niveaux d'eau, allez mettre des piézomètres dedans et puis instrumenter et surveiller comment ça va se passer. Donc je pense que ça devra devenir un enjeu qui est extrêmement important pour les années à venir. Oui, alors il y a un participant qui a dit tout à l'heure qu'il fallait passer à l'échelle. C'est clair qu'il faudrait passer à l'échelle. C'est beaucoup d'efforts. Enfin, d'abord, je pense que vous êtes peut-être pas si nombreux que ça parmi les accompagnateurs à avoir cette volonté. C'est du temps, c'est de l'énergie à dépenser. Mais c'est clair que je pense que c'est un très bon format. Je pense que ça permet... Alors, la seule petite réserve que j'aurais, mais qui est complètement indépendante des organisateurs, c'est qu'on voit bien qu'on touche des gens qui sont déjà assez mobilisés et conscientisés. Et donc ça permet d'approfondir les choses. Comment aller vers les gens qui le sont moins, il faudrait voir. En tout cas, si je devais juste avoir un petit mot de conclusion là-dessus, le milieu de montagne n'est pas unanimement convaincu. Alors, il voit qu'il y a du réchauffement climatique, mais convaincu que c'est un sujet majeur qui va les percuter. Je pense que le travail n'est pas encore fait et c'est peut-être aussi vers ces gens-là qu'il faudrait aller. Comment, c'est un autre sujet. Retrouvez dans le prochain épisode l'intervention d'Élodie Brisset sur ses recherches paléontologiques dans le secteur du Haut-Var, ainsi que le cheminement et les réflexions des participants. Ce podcast a été réalisé par Loïc Preguenella via l'initiative d'Alix Melucci, avec la voix de Marine Bourguignon-Trombini. Merci à tous les participants et aux intervenants scientifiques pour leur présence et leur motivation profonde à créer du dialogue sur la question du changement climatique. Un remerciement particulier à Philippe Charvy et Isabelle Manighetti, sans qui ce projet n'aurait certainement pas vu le jour. À Philippe et Anne-Marie du Refuge de la Cantonnière, à Météo France, au CNRS, à l'IMBE, à GeoAzur et à Hélène Constanti. Ce projet a bénéficié d'un soutien de l'Académie d'excellence Espace, Environnement, Risque et Résilience d'Université Côte d'Azur.
Rendez-vous en 2025 pour de nouvelles rencontres au sommet.